la thèse Shirley Harrison quand même mentionne l'histoire du négociant en coton qui était jaloux de sa femme qui aurait des relations avec son beau-frère et il prenait de la drogue, etc. Il aurait fait tuer des prostituées par jalousie pour se déverser de la haine qu'il ressentait envers sa femme Florie, qu'il aurait d'ailleurs de façon véridique assassiné à l'arsenic, mais entre-temps l'accusé d'avoir été déjà pris. Donc cet homme a vraiment existé, c'est un négociant en coton de Liverpool, le journal aurait été retrouvé dans sa maison à Battle Crease. Et Shirley Harrison, la journaliste, dit c'est bien lui, etc., etc. Là, il y a les experts qui arrivent. On fait les tests ioniques sur les encres du journal. Les tests sur les encres révéleront que le journal est postérieur aux années 1920. Mais l'album a bien failli nous berner puisque c'est un journal de l'époque victorienne. Donc, pouf, on repart à zéro. Il y a toujours quelque chose qui vient invalider une thèse ou une autre. Voilà. Jusqu'à ma thèse, bon, j'espère qu'elle pourra... Faut que les métanautes se fassent leur propre la idée. débunk. Ouais. On peut peut-être parler aussi de l'adaptation au théâtre. Avec une préface de Robert Hossein. Donc, oui, on n'était pas peu fiers. Hein. Ah bah ouais, Robert Hossein quand même qu'on l'aime, grand personnage. Un grand metteur en scène, Angélique Marquise des Anges. Et puis Les Misérables, on va partout. Les Misérables avec Lino Ventura, c'est incontournable. Oui, donc on envoie je dis à Sophie, parce que moi je viens aussi du théâtre, et je dis à Sophie, pourquoi on n'enverrait pas la pièce de théâtre, enfin l'adaptation à ce monsieur-là. Et Sophie, elle me rigole au nez. Il va nous la retourner, il a autre chose à faire, mais non, il faut y croire. Et c'est vrai qu'on a écrit sur cette pièce pendant 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais on est parti de la fin du bouquin. C'est-à-dire, on est parti de la fille de Melville Macnaghten qui découvre le journal de son père avec les preuves accablantes, comme quoi il aurait détruit une partie du dossier pour protéger l'institution. Et donc, comment elle s'appelle, Lady Aberconway, donc sa fille, va se dire, c'est pas possible, mon père, il a dû protéger quelqu'un de l'institution, sans savoir qui protégeait son propre père. Alors, elle fait venir tous les officiels, le préfet Warren, parce qu'elle pense que c'est le préfet Warren. Après, elle fait venir Anderson, elle fait venir Monroe, et tour à tour, on les met sur des fausses pistes. Enfin, on met le lecteur sur une fausse piste. Ah, ça peut être lui, on a trouvé tel indice, l'enveloppe. On parlait d'une enveloppe tout à l'heure, l'enveloppe qui a été retrouvée près de la tête d'Annie Chapman. Un fragment de l'enveloppe. C'était l'enveloppe, c'était le courrier que le préfet Warren avait adressé à Melville Macnaghten pour lui dire « Je veux pas de ta candidature ». Donc ça faisait accuser Warren. Elle va retrouver un foulard rouge, comme Monroe portait ce fameux foulard rouge. On va dire que c'est lui. Anderson, pourquoi ça serait peut-être lui, parce qu'il se baladait dans Whitechapel, et puis il n'aimait pas trop les prostituées, il les voyait aussi comme des filles de mauvaise vie. Donc tour à tour, elle va effectivement accuser les officiels, et à la fin, évidemment, elle va se rendre compte que c'est eux qui ont voulu protéger son secret, le fait qu'ils ont couvert quand même le plus grand serial killer, pas en nombre, parce qu'il a tué que 5 prostituées, mais par rapport aux mises en scène qui étaient vraiment très élaborées. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant de se dire que finalement, on attribue ce personnage comme étant le premier serial killer, le tueur en série. De la modernité criminelle, il a tué que 5 personnes. Mais c'est la façon dont il a disposé les corps, les rituels, la mise en scène, qui ont fait qu'il est le premier serial killer. Alors évidemment, on le raconte à la fin. Qu'est-ce qu'elle va faire une fois qu'elle va découvrir qu'ils ont une implication. Est-ce qu'ils vont dévoyer Scotland Yard pour lequel ils travaillent, ou est-ce qu'ils vont cacher le secret pour que jamais Scotland Yard ne soit inquiété et pour sauvegarder l'institution. Voilà. Donc on part de la fin de l'essai et
Si les métanotes y sont intéressés, ils pourront venir le voir au théâtre parce qu'on a... Ça va se monter au théâtre, dans un théâtre parisien. On ne peut pas encore dire dans quel théâtre, mais ça va. Il y a de grandes chances pour que ça se fasse. Et il y a une republication chez Storia Édition. Voilà. Et je pensais j'aurais juste apporté un point de précision sur le fragment d'être retrouvé par Alan Chapman, c'est qu'il y a aussi la date précisée sur l'estampille, 28 août 88, la date vraiment précise de l'envoi, le jour où il a subi son éviction. Voilà. Mais McNaughton est quand même dans les bureaux et il n'est même pas reçu par Sir Charles Warren. Il va y avoir une dispute avec James Monroe, on le sait dans la Gazette de police, qu'il décide de donner sa démission du CID, quoi, du département antiterroriste. Donc c'est vraiment que la dispute, le ton a monté. Et Sir Robert Anderson s'en est pris aussi à Warren, n'a pas compris sa motivation. Tout y est, le timbre spécial du Royal Sussex Regiment auquel appartenait en tant qu'ancien réserviste Warren, mais la date du 28 août 88 et le fragment d'adresse. Je vous garantis, c'est incroyable. Quand on reprend les rapports d'expertise, tout est précisé. Et je ne sais toujours pas pourquoi on n'a pas fait le lien avec cette éviction, quoi, puisque tout était précisé le 28 août. On sait que ça a eu lieu à ce moment-là. Si vous voulez, je peux lire un petit passage, si ça vous intéresse. Donc c'est Sir Charles Warren, il dit « Je ne veux pas en entendre parler. Votre protégé n'a aucune qualification pour entrer au yard. Je ne le recevrai même pas. Inutile d'insister, Monroe. J'ai consulté son dossier, ce McNaughton n'a aucune expérience. Ça, c'est vrai. C'est le seul homme à s'être fait tabasser par les hindous. Même ces hommes seraient plus qualifiés que lui pour le job. Ça, c'est authentique. C'est James Monroe qui parle, de la reprise, mais pas du tout. Je l'ai vu à l'œuvre avec ses ouvriers. C'est un meneur d'hommes. Sir Charles Warren répond « N'insistez pas, je n'en veux pas. Vous pouvez déchirer sa feuille d'affectation. D'ailleurs, vous auriez dû me la soumettre. Vous étiez absent. » Et lui répond « Aujourd'hui même, j'envoyais une lettre à votre McNaughton signifiant son rejet de candidature. Les choses sont claires maintenant, je ne vous retiens pas. » Et Monroe, il s'en va. « Certes, vous ne me retenez pas. » Et lui donne sa démission. Et les meurtres, donc, commencent 3 jours après. 3 jours après qu'il reçoit la lettre de rejet de candidature. Soit le 31 août. Après. Donc c'est quand même bluffant, hein. Les preuves. Tout est raconté en plus dans la Gazette de police du 28 août 88, donc on peut tout vérifier. Voilà, c'est qu'à l'époque, c'est étonnant, c'est qu'ils avaient quand même pas mal d'éléments à disposition, quoi. C'est comme un canevas, c'est vraiment trouver les bonnes pièces au bon moment. C'est vrai que si on ne partait pas de ce postulat, mais pourtant tout convergeait vers lui. Hein. À chaque fois, il laisse une signature, il s'arrange quand même pour laisser une signature, le fragment de lettre, les initiales comme National Jane Keddy. Enfin, c'est pas comme si il mettait pas sur la trace les policiers. Je lisais. Il a bien niqué tout le monde. Il a bien niqué tout le monde, celui-là. Alors on parle de Aaron Kosminski du Daily Mail qui affirme que ce dimanche soit là l'identité de Jack London. Ah oui, Aaron Kosminski. Et on peut faire une croix dessus, hein, parce que... C'est le Daily Mail qui affirme ce dimanche. Non, depuis, il y a eu des démentis dans le Huffington Post. Hein. Les démentis, il faut bien faire attention à l'actualité, a bien démenti cette thèse et tous les journaux qu'on suivi. Donc, Jack l'Éventreur, il n'était pas juif, homosexuel et franc-maçon. Ça fait beaucoup quand même. Non, ça fait beaucoup pour un seul homme. On dit vous allez avoir tous les lobbies sur le dos. Non, il n'était pas homosexuel. Hein. C'est le bouc émissaire qui l'était. Hein. Le bouc émissaire de Le bouc émissaire, attention, on n'a jamais dit On n'a pas dit que Melville était homosexuel. Il n'est pas juif non plus. Il n'est pas juif non plus. Mais il en avait après, on l'a dit, le docteur Isaac Baker Brown, qui avait opéré sa mère pour l'empêcher de reprocréer. Notre homme était comme antisémite. Mais il était antisémite, oui. Franc-maçon. Franc-maçon, oui, puisqu'il faisait partie de l'ordre de Bath. Vers ses vieux jours, il a comme été intronisé. Il était franc-maçon. Donc il pouvait bénéficier d'une protection quand même. Il y en a un sur les 3. Supérieure. L'ordre de Bath est entré. C'est plus important. C'est plus important. Alors on me dit, les victimes se connaissaient-elles ? Bonne question. Il n'y a aucune preuve que les victimes se connaissaient. Alors, si on prend la thèse de Stephen Knight, oui, elles se connaissaient et elles faisaient chanter la couronne par rapport à la naissance illégitime. La petite histoire d'amour entre la prostituée des bas quartiers et le duc de Clarence. Rien ne prouve qu'elles se connaissaient. Oui, mais ils avaient leur QG. Leur territoire d'activité. Whitechapel, c'est dans un mouchoir de poche. Donc elles devaient se connaître quand même. C'est des collègues de travail. Voilà, c'est des petites rues. C'est un peu parce que c'est toujours dans le même quartier, donc le fameux quartier de Whitechapel, c'est ça, dans lequel il a opéré. Donc si c'est toujours dans le même quartier, c'est une espèce de... Le périmètre est restreint. Il fait 2 km². C'est un mouchoir de poche. Mais en même temps, dans ce petit mouchoir de poche, il y a quand même 62 lupanards quand même.
ça fait beaucoup. Donc les femmes, elles grouillent sur ce territoire. Ils se réunissaient quand même beaucoup dans les pubs quand même, parce que c'est la culture, dans la culture anglo-saxonne. Moi qui ai vécu là-bas en Écosse, on se réunit beaucoup dans les pubs. Donc je pense que... À l'hôtel Bells, par exemple. Elles devaient se connaître. Il devait y avoir des liens entre elles. On n'a pas de preuves. Ouais. Moi, parce qu'en plus, elles se font tuer dans la rue, mais quand les meurtres commencent, il n'y a pas une psychose qui s'empare au bout d'un moment. Très vite. Puis personne sort, on se dit les prostituées, par contre, elles sont prêtes à braver leur vie parce qu'elles savent que si elles ne ramènent pas d'argent au foyer, leur mari va leur taper dessus. Il y a des violences domestiques. On dirait que Jack l'Éventreur, il est juste en haut du sommet de la violence. Mais toutes ces femmes, il faut bien le dire, se faisaient battre la plupart d'entre elles par leurs conjoints. Joe Barnett et Mary Jane Kelly, on sait que ça s'affrontait tellement fort que ça volait dans tous les coins. Il y avait la fenêtre qui était cassée. D'ailleurs, on savait que Mary Jane Kelly avait cassé la fenêtre, elle avait balancé un vase, elle se disputait souvent avec Joe Barnett. Donc les violences domestiques sont pas rares. Et pour ramener de l'argent, quand on a une pression sur la tête et quand on subit des violences, on est prêt à risquer sa vie. Donc à risquer leur vie, moi, mais il n'y avait pas de clients. Si, il y avait, ils bravaient aussi, alors les clients, quelque part. De toute façon, le danger est permanent. C'était ça, c'était le couteau de Jack ou le rouleau à pâtisserie une fois rentré à la maison. Donc, alors, soit une fin expéditive. D'ailleurs, pour la petite histoire, Ellie Chapman, c'est presque de l'euthanasie concernant Jack l'Éventreur. On savait qu'elle avait un emphysème, qu'elle avait des maladies au poumon qui étaient très graves. Il ne lui restait que quelques semaines. Donc finalement, Jack l'Éventreur, je ne dis pas qu'il a bien fait, mais il a un petit peu précipité ses service. Il a un petit peu euthanasié avant l'heure, on va dire. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore ? Jack l'Éventreur ressemble au tueur du Zodiac. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, puisque le Zodiac agissait sur le même mode, c'est-à-dire qu'il écrivait justement au service de police pour les narguer. C'était un tueur scriptomane qui prenait un malin plaisir, mais comme le tueur du Black Dahlia, il y a des similitudes en termes de mode opératoire sur les victimes, mais aussi en termes de méthode pour narguer les services de police. C'est typique des pervers d'ailleurs. C'est-à-dire que quand il a fait son premier meurtre, il n'a pas prévenu la police, mais c'est après qu'il commence à les prévenir en leur disant là je vais... Absolument, c'est à partir vraiment du 17 septembre, donc juste après, une semaine après le meurtre d'Annie Chapman, que notre homme va narguer vraiment la police et commencer à lui écrire avec son petit sobriquet Jack l'Éventreur, puisque avant on parlait d'ailleurs de terreur rouge, il y avait quelques envois faits, mais on ne les a pas imputés à Jack l'Éventreur. Faut-il les imputer ou non à Jack l'Éventreur, qui était baptisé la terreur rouge. Ça, très peu de gens le savent. Mais à partir du 17 septembre, toutes les lettres sont signées Jack the Ripper. Ouais, donc il y a une similitude parce qu'effectivement, c'était des tueurs scriptomanes. Mais il s'est un peu auto-starifié, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui il a donné son nom et puis ça a été repris partout. Oui, c'est une façon, voilà, c'est le meilleur attaché de presse de tous les temps, Jack l'Éventreur. C'est-à-dire qu'il est désavoué en tant qu'acteur. Quand en 1872, il termine ses études à Eton, son père lui demande devant une partie de bridge, mais finalement, mon fils, que veux-tu faire dans la vie ? Là, il y a un silence de mort. Eh bien, il me semble, père, que je souhaiterais devenir comédien. Un gros silence de mort, encore une fois. Et son père lui dit, mais fais ce que tu veux, mon fils, il me semble que de toute façon, tu es parfaitement fou. Il le dit lui-même, it seems to me that you are perfectly mad. Tu es complètement fou. Donc, il le désavoue en tant qu'acteur, et là, sa vie s'effondre quelque part. Il va être condamné, il se dit dans sa tête, je vais reprendre l'exploitation familiale, mais je vais péter un câble, quoi. Et il a envie d'une revanche. Puisqu'il ne peut pas devenir acteur, il va devenir un acteur de l'ombre. C'est comme ça qu'il va sceller son destin. Mais il va rester dans la lumière. Parce que tout le monde retiendra quand même son nom, quoi. Plus de 125 ans. Plus de 120 ans 5 après. petits meurtres, mais 5 meurtres horribles. Tu vois, Sophie, j'ai retrouvé... ça nous montre un peu le contexte social qui est quand même important. C'est une histoire qu'on a retracée entre le logeur d'une des prostituées, la numéro 2, et Annie Chapman. Et ça, c'est vrai, ça, en plus, ces échanges. Il lui dit, tu connais la règle, Annie, pas de fric, pas de lit. Donc, c'était son logeur. Voilà. Et elle lui dit, mais je suis malade, j'ai nulle part où aller, je suis sans le sou depuis la mort de mon mari, c'est lui qui me versait ma pension. J'ai tout perdu, mon mari, ma maison, ma santé, mes enfants. Dès qu'on m'a coupé la pension, mon régulier m'a quitté. Je perçois plus rien. Lui, il fait, c'est pas mon problème. Qu'il l'envoie direct à l'abattoir. Et il l'envoie à l'abattoir. Il dit, oui, mais si tu savais, je suis dans la peine, ma pauvre petite, elle est morte d'une méningite, je peux plus m'occuper des deux autres, j'ai dû les mettre en nourrice, fais-moi un crédit pour cette nuit. Et lui, il est impitoyable et lui dit, je t'ai déjà dit que c'est pas mon problème. Allez, fous-moi le camp. Elle s'est fait tuer parce qu'elle s'est fait virer. Essaie de convaincre tes clients plutôt que de gaspiller ta salive avec moi. Mais c'est comme la réalité quotidienne, quoi. Le logeur la dégage, elle se fait vraiment... Et c'est là qu'elle rencontre effectivement l'assassin.
C'est en se faisant... Parce qu'elle n'a pas pu... elle n'a pas pu avoir son lit habituel. Voilà, payer son lit, quoi. Elle n'a pas pu payer son écho, donc elle fait... C'est dur, hein, mettre dehors. De la pire des façons, on ne faisait pas de cadeaux à cette époque-là. C'est une Angleterre, de toute façon, un peu... Impitoyable. Impitoyable. Hein. Impitoyable. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? Jacques pourrait être ministre de la Justice des gouvernements. Certainement. Jacques est-il les frères Koubachi à l'époque ? Oui, on pourrait penser ça. Que pensent les Anglais de cette histoire ? Que pensent les Anglais de cette histoire ? Ça, c'est vrai, ça. De l'histoire ou de la thèse ? De l'histoire en général. Alors, les deux, tiens. Il y a l'histoire en général. De l'histoire en général, il faut imaginer que les Anglais ont une culture du true crime qui est très prégnante. Jack l'Éventreur, c'est plus qu'un symbole, c'est plus qu'un héros noir, c'est carrément une institution. Je m'explique. Quand on rentre dans un magasin de souvenirs, qu'est-ce que vous voyez ? Des t-shirts à l'effigie de Jack the Ripper, des petits vases à liqueur à l'effigie de Jack the Ripper. Attention, il ne faut pas y toucher. Hein. C'est vraiment chasse gardée. C'est comme si on allait en Belgique, on va trouver des petits souvenirs à l'effigie de Marc Dutroux, des t-shirts. Non, peut-être pas Marc Dutroux, mais je pensais au Mark and Peace, moi, quand même. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le tueur, Jack, est des espèces de héros. Je vous mens pas. Il y a quelques années, j'ai ramené des petits verres à liqueur. Ramené des petits dés à coudes de J'ai ramené des dés à coudes de Jack the Ripper. C'est un merchandising. Ils ont cette culture-là du crime. C'est presque devenu, j'exagère pas, un héros national. C'est horrible ce que je vous dis là. Ils ont une culture du true crime, ce qui n'est pas du tout la même que nous. Et c'est ça qui est stupéfiant. Et par rapport à ma thèse, on va dire que l'institution, quelque part, la reconnaît, puisqu'elle est avalisée par le Docklands Museum. La presse spécialisée et spécialiste la reconnaît, avec le Whitechapel Society et d'autres presses, organes de presse très centrés et très spécialisés. Par contre, la presse généraliste, qui est pourfendeur de bêtises absolues, comme le Pall Mall et tous ces torchons à 2 balles, non. Parce que finalement, on n'a pas envie que ce soit une grenouille tout court qui mette la main sur le meurtrier. On préférerait que ce soit quand même un pur citoyen britannique. Comme on ne voulait pas à l'époque revendiquer Jack l'Éventreur comme un pur citoyen britannique. Vous vous rendez compte qu'on disait que ça ne peut pas être un Britannique, car aucun Britannique ne peut être capable d'accomplir une scène de meurtre aussi barbare. Ça peut être qu'un étranger. C'est pour ça le complot juif. Le complot juif, les médecins, tout ça. Parce qu'à un moment donné, on a accusé les juifs dans cette affaire. Bien sûr, depuis le tag de Goulston. The Jews are the men that would not be blamed for nothing. Les juifs sont les hommes qui ne seront pas blâmés pour rien. Voilà le petit tag que va laisser à la postérité de Jack l'Éventreur, et que cet imbécile de Sir Charles Warren, préfet d'époque, décide d'effacer sous prétexte qu'il risque d'y avoir des pogroms, des affrontements violents dans les quartiers juifs. Et il avait partiellement raison. Donc Alfred Long, qui est le policier qui découvre le tag, il se dit mais mes efforts sont réduits à néant. On efface. Se répète, mais ça va être relaté dans les rapports de police quand même. Avant d'effacer, des dessinateurs arrivent et méticuleusement se dépêchent de reproduire le tag avec l'écriture et le relatent dans les rapports de police avant que ce tag ne soit effacé sur ordre de Sir Charles Warren, la seule véritable écriture imputée à Jack l'Éventreur effacée dans cette nuit du 30 septembre. Quelque chose qui aurait pu permettre de refaire le lien. Alors, absolument, une grosse erreur. Et du coup, c'est vrai que Sir Charles Warren sera parodié, mais en titre, quoi. D'ailleurs, le premier à le parodier, c'est Conan Doyle, qui le fait passer pour Lestrade dans Sherlock Holmes, qui n'a pas pu voir que Lestrade était tout simplement l'avatar de Sir Charles Warren. Je ne peux pas comprendre, il était ridiculisé. On le voit, Sir Charles Warren, sur les manchettes, les manchettes du Star, du Times, de toutes les gazettes de Londres, affublé d'une espèce de bandeau qui est en train de chercher à l'aveugle, à Colin Maillard, à chercher Jack l'Éventreur. Attrapez-moi si vous pouvez, Catch Me When You Can, avec Jack qui joue au Mischievous, qui joue au facétieux. Il est inattaquable. Il va même se moquer des limiers, de la récompense que va donner Sir Charles Warren. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de délations qu'il y a eu à cause des incongruités de Sir Charles Warren qui décide que maintenant on va délivrer des récompenses. Alors on accuse le voisin, le boucher, le médecin, le juif du coin. Il y en a un, oui, ça rejoint la question, pourquoi ne veut-il pas faire ressortir les dossiers pour qu'on sache qui était réellement Jack l'Éventreur? Oui, voilà, on y a répondu tout à l'heure, justement, qu'on disait que pour protéger l'institution. Ça protège Scotland Yard parce que ça peut encore les gêner 120 ans après. C'était un policier quand même, donc c'est un peu gênant pour l'institution. Oui, c'est un peu gênant, mais ça expliquerait beaucoup de choses finalement, le complot. Pourquoi on n'a jamais su Puis c'est pas un simple policier quand même, c'est un second en poste, il est quand même à la tête du service. Il était second métropolitaine. Un second, oui. Il était numéro 2 de Scotland Yard. Ah bah oui, tout à fait. Parce que quand le préfet il l'a fait démissionner, et il a pris la place de numéro 2
C'était lequel qui était numéro 1? Alors, il sera d'abord numéro 3 quand il va intégrer en direct, déjà sans expérience. Ouais. James Monroe va prendre c'est Monroe la place qui a pris sa place. notre Sir Charles donc, Warren. Après Sir Robert Anderson en deuxième et Melville en troisième. Il fait rentrer le deuxième en fait officiel. Quoi. Il est comme sous les ordres de Sir Robert. Ouais. Pas que James Monroe a pris la place. D'accord. Ouais. Mais Monroe, il voit aussi son intérêt, non? C'est quoi? C'est parce que c'est un ami de... Ah oui, c'est un ami. Ouais. Ah, c'était vraiment un ami. Alors, un ami très on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas une amitié un peu... Enfin, je sais pas. Un peu trouble, en fait, entre ces deux hommes pour que, effectivement... il veut le faire rentrer à tout prix à Scotland Yard. Il a un traitement mensuel de 100 000 livres, ce qui déclenche un tollé aux yeux de la presse. Il le fait rentrer. Melvin Scott, quoi. Melville McNaughton. Il a un salaire indécent alors qu'il n'a aucune expérience. Il lui attribue un salaire exorbitant. Parce que 100 000 livres, c'est énorme même aujourd'hui. C'est énorme. Donc à l'époque, c'est encore pire, j'ai l'impression. Alors, on ne comprend pas cette décision et pendant ce temps-là, Sir Charles Warren a pris une petite retraite en Afrique. Il va se dédier au scoutisme, il va chercher à se faire oublier. Pourquoi Sir Charles Warren disparaît-il aussi ou alors pour lui, c'était son fils spirituel. Enfin, c'était bizarre ce lien entre ces deux hommes. Parce que depuis le début, c'est James Monroe qui l'introduit dans les services de police. Oui, c'est lui ça, qui était au gouvernement du Bengale. Il avait, effectivement... Alors, on sait que James Monroe connaissait le grand-père, Sir Francis, de Melville McNaughton, et qu'il avait une certaine amitié avec cet homme-là. Peut-être. Qui était oui, parce que ça a l'air d'un personnage très riche quand même, le père Compagnie des la Compagnie des Indes. Ouais. Donc les deux familles se connaissaient alors. Bah oui, voilà. C'est quand même assez. C'est pas commun que quelqu'un, parce que malgré tout, peut-être bien qu'il avait raison, Warren, puisqu'on lui présente quelqu'un qui a aucune expérience pour intégrer le poste de numéro 2 de la police. Parce qu'on aurait dit, bah non, bah là, désolé quand même. Et en plus, il a été battu par les ouvriers de ferme, donc il y a l'humiliation. Tu vas commencer en bas de l'échelle. On l'a humilié. On a dit, vous vous rendez compte, cet homme-là, il a été battu par les hindous. Je vous dis pas de bêtises. Oui, donc pour les Anglais, en plus, c'est le mépris total. C'est en pleine colonisation. Il est humilié. Il est fait battre par des hindous, donc il est battu par les hindous. Il y a même des on comprend même pas comment il ait pu lui proposer, je suis d'accord avec toi, le poste de numéro 2, alors qu'il avait, à son acquis, il avait 35 ans et il dirigeait une manufacture de thé, c'est ça Tout à fait. Donc je vois pas le rapport avec la police. Et il était d'ailleurs en accords commerciaux avec la firme Curley & Tonge qui se trouve comme par hasard à Mitre Square, lieu justement du meurtre de Catherine Eddowes. Très bizarre là aussi. Curley & Tonge, la firme. Ouais. Et l'OND qui justement travaillait, un des témoins qui travaillait aussi pour cette firme-là. Beaucoup de coïncidences que je trouve un petit peu douteuses quand même. Ouais, à chaque fois en fait que tu vas chercher, tu trouves toujours des liens. Un lien. Ouais. Sur les rapports commerciaux, on trouve trace des accords passés avec la firme Curley & Tonge. Et il y a quelqu'un d'autre qui a orienté ses recherches sur ce personnage? Jusqu'à présent, non, mais on sait que Monroe avait un rôle très trouble. Déjà, à l'époque, on soutenait son rôle très trouble par rapport au meurtre. Peut-être qu'il était amoureux secrètement de lui. Alors, je sais pas, c'est moi qui dis ça. C'est possible, c'est possible. Il était comme bien phallique, quand même. Voilà. Liberty demande, d'après vous, le mobile des crimes. On l'a expliqué, c'est la vengeance. C'est la vengeance contre les autorités du Yard, mais aussi une partie de frustration. Des frustrations accumulées aussi contre sa mère. Oui, contre sa mère. Voilà, où il déplaçait les crimes sur les femmes. À la fois sacralisé et désacralisé, entre les deux. Par moment. Et on me demande qu'est-ce qui est devenu sa descendance. C'est vrai, ils sont. Ça, c'est une bonne question. Je crois que tu avais essayé de rechercher. Parce ça. Que je me suis dit, mais tu vas te faire attaquer par les descendants. Tu vas te faire mitrailler là. Non, tu pas détruis du tout, carrément la réputation. Les descendants se montrent plutôt discrets, n'ont pas semblé montrer une animosité par rapport à la Il en existe un encore, un descendant, ou ils sont tous morts? Je crois qu'il doit rester peut-être. Si, il reste des individus, mais en tout cas. Proche au niveau de la génération de Melville, peut-être un petit-fils. Petit. Ah oui, il reste de toute façon une bonne... on me dit, qu'est-ce qu'on me dit encore? Que pensent les invités de la théorie de Trevor Marriott sur le fait que Jack soit parti aux USA? Encore une thèse. Il y avait la thèse Tumblety aussi qui était dans le même style. Parce que c'est vrai qu'on a retrouvé, je crois, une certaine Cole, je ne me rappelle plus de son prénom, mais qui aurait été assassinée sur le même mode opératoire. Mais a priori, il n'y a pas de connexion vraiment. Il faudrait vraiment avoir une preuve comme quoi notre tueur soit parti aux États-Unis pour accomplir une autre vague meurtrière. Il y avait Tumblety aussi, qui était américain, qui était un médecin américain, qu'on a accusé aussi d'avoir été le meurtrier, qui aurait été pendu en déclarant, avant de mourir, qu'il était Jack l'Éventreur.
Pour moi, il n'y a pas de preuve, d'indice que ce soit le même homme. C'est pas du tout le même mode opératoire. Bien sûr qu'il y avait des agressions domestiques contre les prostituées, mais on ne pouvait pas accuser comme ça. Pour moi, c'est qu'une thèse de plus. Voilà. Sophie Elisabeth, a-t-elle offert le thé pendant l'ensemble de tes recherches sur 20 ans? On me dit, sa vie, ses actions ont-elles influencé le monde ou même l'Angleterre? A-t-il sa place dans l'histoire? Il est étudié dans les collèges. Hein. Ah ouais. Donc c'est vraiment une figure historique britannique. J'aurais pas. Les Britanniques le chérissent un peu. J'ai l'impression qu'ils sont pas du tout. Oui, ils sont pas dans le côté noir concernant cette affaire-là. En même temps, ils en ont peur. Mais en même temps, il y a une glorification de ce tueur qui est presque symbolique. D'une époque, pourquoi on en fait des t-shirts, pourquoi on en fait des produits dérivés? Mais ils aiment ce qui leur fait peur, les Anglais quand même. Nous, on est plus dans... Enfin, moi, je le vois au théâtre, on est plus dans le vaudeville, le Feydeau, Sacha Guitry, les portes qui claquent, les amants. Je vois pas à quoi on pense en ce moment. Mais oui, ça pourrait nous faire penser à des scènes très, très, très drôles de l'actualité politique. Par exemple. Mais en Angleterre, c'est plus effectivement les drames, Shakespeare. Voilà, c'est plus cette tradition-là. Des familles ennemies, ils aiment vraiment ce qui fait peur. Et en France, ça commence à venir. Enfin, moi, je vois dans certains théâtres, ça commence à venir. Là, j'ai vu une pièce, c'était sur... comment ça s'appelle le monstre, là, Shelley, là, qui a écrit... Ah oui, Frankenstein. On commence à voir des choses comme ça. Voilà. Ouais. On commence à voir des choses comme ça qui épouvantent les spectateurs. Mais la tradition, quand même, c'est plus... Voilà, le vaudeville. La part du double, c'est Stevenson, comme il devance la psychanalyse, comme avec le double postulat qu'un individu peut être à la fois avec une partie claire et une partie sombre. Ce qui est d'ailleurs repris dans la version de Weeks, dans le film de 1988, le film l'anniversaire de Jack l'Éventreur, en hommage à la thèse de Stephen Knight, où on voit le visage clairement se transformer en quelque chose de monstrueux. Donc il y a la figure du monstre qui sommeille en chacun de nous. C'est une problématique très anglaise, quelque part, avec la littérature de Stevenson. On a ça dans Jekyll and Hyde. On me dit, vous dites que Jack, il aurait euthanasié l'une de ses victimes. Peut-on parler d'un genre de syndrome de l'assistante sociale dans le sens où il abrégerait les souffrances de ses victimes, à savoir la prostitution? Peut-être que sa mère en faisait partie et du coup que ce serait une femme. Les assistantes sociales. Ah bon? Les assistantes sociales avaient une compétence particulière. J'ai travaillé comme assistante sociale. J'en ai encore jamais dit qu'il euthanasiait. J'ai jamais euthanasié personne. Non. Après, il y a le syndrome de la veuve noire. Il y a le syndrome de la veuve noire. Il y a une infirmière qui peut-être... Oui, il y a des femmes tueurs en série qui, statistiquement, se retrouvent dans le côté corps médical, infirmière, etc. On a très peu de tueuses au féminin, mais celles qui ont été reconnues comme telles étaient souvent des veuves noires, ce qu'on appelait veuves noires, des infirmières qui euthanasiaient les patients. Oui, qui abrégeaient leur souffrance. Mais ça, c'est pas quelque chose de très masculin concernant Jack l'Éventreur. Il connaissait pas, il n'avait pas l'état médical, l'état de santé de cette pauvre Alice Chapman qui souffrait d'une tuberculose. Non, mais il y a déjà eu un témoin, une fois, dans une des affaires, quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y en a beaucoup. Il y a eu il y en a beaucoup. Carrément. Il y en a un certain nombre. Il y a les trois joueurs de cartes, le Wendy, Harris, et puis le troisième larron, Lévy, qui sortaient d'un club près de Mitre Square. Ils ont comme aperçu dans un goulet obscur, supposément Jack l'Éventreur, en tout cas avec Catherine Eddowes. Elle a été identifiée comme Catherine Eddowes. Mais comment ils ont réussi à les faire taire? Un homme blond, etc. Comment on les a fait taire? Peut-être tu peux répondre à cette question. Ah bah oui, ça non, je me souviens plus. Non, je crois que c'est... les déclarations de l'OND sont passées sous silence. Et le policier qui a repris le PC Watkins... C'est Anderson qui a passé sous silence ces témoignages. Oui, justement, il y a une partie des témoignages qui ont été passés sous silence. C'est-à-dire on endort ces témoignages. Tout à fait. Le PC Watkins a été muté quelques jours, comme par hasard, après les meurtres. Enfin, le meurtre et ces gens-là, c'est-à-dire ils ont croisé Jack l'Éventreur, mais quoi, ils l'ont vu en train de le faire ou
on l'a croisé. Ce qui est bizarre, c'est que théoriquement, vu les témoins Laondé, Lévis-Harry qui revenaient de leur partie de cartes, on sait que le PC Watkins, qui a découvert Catherine Eddowes, il l'a même décrit comme un cochon égorgé sur le marché, donc c'est assez horrible. On sait que théoriquement, il devait avoir croisé au même moment l'assassin. Si on en juge l'horaire commun avec les trois. Alors donc, c'est ça. Et comme par hasard, ils se retrouvent mutés. On n'entend plus parler de ce pauvre PC Watkins. Ils les ont mutés. J'ai eu accès à sa fiche d'affectation. Il est muté complètement ailleurs. Et, mais qui a donné l'ordre de pas tenir compte de ces témoignages? À l'époque, c'est quand même le patron de police, c'est Sir Charles Warren. N'oublions pas que James Monroe est toujours second de la police. J'ai dit qu'il avait donné sa démission de la branche secrète, mais pas au sein de son poste officiel, qui est quand même d'être second au poste. Il est juste après Charles Warren au commissaire. Enfin, il est toujours dans la fonction, même s'il a démissionné de la branche secrète. Moi, je croyais que c'était Sir Anderson qui avait... dissimuler ces témoignages et détruire une partie du dossier. Moi, il me semblait que c'était Anderson. Il aurait pu, seulement il n'a pas avalisé clairement la mutation, donc on ne peut pas savoir, on peut conjecturer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce type-là a été complètement déchargé de son témoignage et qu'on l'a muté sous des critères complètement factices, quoi. On ne l'entend plus par la suite. Et il y a aussi le témoin Hutchinson. Ah, c'est quoi ça? À la rue Miller's Court, le dernier meurtre... Hutchinson, qui est comment dirais-je, le macro, enfin le souteneur. Le souteneur, désolé. Ça se dit. Le macro à l'époque, je ne sais pas si on disait. Voilà, donc il est comme le souteneur de Mary-Jane Kelly, et on le retrouve patiemment en train de faire le guet devant la chambre de Mary-Jane Kelly. Alors il la voit chantonner, elle rentre vers minuit dans sa chambre, il reste jusqu'à un certain point, la lumière est éteinte, mais avant qu'il se passe tout cela, on a encore vu la présence d'un homme blond, très bien habillé, avec petite montre gousset, demi-guêtre, manteau astrakhan, bonne mise, anormalement bizarre cette présence d'un homme de la haute dans un quartier sordide. Ouais, ça se remarque tout de suite en fait. Et on peut se demander ce que Hutchinson fait à regarder cette chambre quand même, où il a un accès plein pied sur la fenêtre, etc. Et à un moment donné, la lumière est éteinte, c'est là où il décide de partir. Mais il a donné une précision quand même très importante de cet homme, de ce client qui rentre avec Mary-Jane Kelly dans la chambre à Miller's Court, au 13 Miller's Court. Et il voit rien en fait, alors il voit il a juste vu rentrer le dernier témoin avant qu'on ne revoie. Ah, mais il voit pas le meurtre. Personne ne voit un Personne ne voit, mais Annie Cox, la voisine, a entendu crier vers 4h30 du matin. Elle était au-dessus de la chambre de Mary-Jane Kelly. Elle a entendu un cri étouffé. Et elle a été réveillée par son chat qui piétinait son visage. Et à ce moment-là, elle a entendu un cri de femme très aigu venant du bas, venant de la chambre de Mary-Jane Kelly. À 4h30, donc heure supposée de son assassinat. Et l'assassin, là, pour le coup, n'a pas mis 10 minutes, montre en main ou montre au gousset en main pour ritualiser sa victime. Il a vraiment pris son pied. Il a pris, entre guillemets, plus d'une heure, certainement, à retirer tous les organes principaux, l'organe, le foie, tout. Il a dégagé l'humérus, c'est dans un état pas possible, le cœur, il l'a volé, enfin... Il n'y a plus rien de reconnaissable, c'est une espèce de pièce de boucherie. Mary-Jane Kelly, c'est plus ce que c'était, c'est même plus rien du tout. C'est vraiment... Ariel Dombal aurait pu être une victime de Jack, non? Non, elle est trop belle et trop upper class. Il les prend très abîmés à la base quand même, à part Mary-Jane Kelly. On me dit, peut-on établir le lien entre ce premier gros échec retentissant des polices à coincer Jack et l'abondance de vidéosurveillance en Angleterre? C'est vrai que... Non, ce rapport, pas de rapport, parce que c'est vrai qu'ils sont obsédés de la vidéosurveillance. Oui, quelque part. Mais en même temps, c'est pas tout à fait quand même l'époque. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que, je ne sais pas si ça peut répondre, c'est qu'il y a une obsession quand même de développer les techniques comment dirais-je, d'appoint pour les meurtriers, parce que Melville McNaughton va faire partie du Belper Committee, qui met au point le bertillonnage, c'est-à-dire la recherche sur l'empreinte digitale et la mise au point justement de l'identification criminelle par l'empreinte digitale. Alors on sait que c'est Bertillon, que c'est quand même un policier français, scientifique, qui met sur point cette méthode, qui est reprise très tôt par les Anglais, et qui a l'idée de le traiter dès le début. C'est le Belper Committee, qui est nommé à la tête du Belper Committee, notre ami Melville McNaughton, The Retour. Il a quand même... il est sur tous les fronts. Il est un peu sur tous les fronts. C'est pour ça qu'on parle de caméra. Et donc c'est lui en plus qui va révolutionner donc les techniques dans le cadre de la police britannique. Et on sait britannique. que Jack ne laissait aucune trace. Donc quelque part, on suppose qu'il pressentait peut-être qu'il y allait avoir des efforts techniques faits à ce moment-là.
Et en plus, quoi de plus pratique d'effacer ces traces quand on est expert et quand on est à expert, ce titre. on sait comment effacer les traces. On sait comment effacer les traces, même après. C'était pour protéger, effectivement. Je pense que le fait on est en 1888, hein, donc c'était peu éclairé, comme tu disais, il n'y avait pas de lampadaire. Il y avait des bêtes de gaz. Avec des bêtes de gaz, tu demandais comment le gars il arrivait vraiment à exécuter ses victimes et à pratiquer cette chirurgie, là, ces éviscérations. Peut-être qu'avec James Monroe, il avait accès au fameux eye bull, la fameuse lanterne pratique. Mais peut-être que finalement, et après s'en est suivi d'autres tueurs en série qui ont voulu appliquer les mêmes méthodes. Il y a eu d'autres, comme le tueur de la Tamise. Copycat, ça s'appelle. Ouais, copycat. Il a fait des émules.